voilà, bonjour tout le monde. Voici les Belges qui vont vous parler de la spécialité qu'on a à Bruxelles, qui sont les RegTech. Comme nous sommes tout proches du régulateur européen, c'est clair que c'est historiquement un secteur qui s'est fort développé à Bruxelles et on a 80 acteurs qui chacun faut parler pendant plus ou moins 3 minutes. On fera la table ronde par après. Et la première, c'est une experte dans tout ce qui est legal régulation, John Carrett, Simon Brown. Du coup, je t'invite à nous parler un peu de ce que toi tu vois et tout ce qui joue à ce niveau-là à partir de Bruxelles. Yes, ok, merci beaucoup. Donc, oui, en effet, je proposais de parler un tout petit peu. Donc, ce qu'on voit dans la RegTech pour le moment, on voit pas mal de choses. On va parler de tout ce qui est ESG. On voit aussi beaucoup d'initiatives qui sont liées à l'anti-blanchiment. Et je trouvais que c'était un bon topic à discuter 2 minutes encore, parce que c'est une bonne illustration d'une part, quels sont les challenges que le secteur doit est confronté au jour le jour, mais aussi comment les RegTech peuvent aider. Et donc, je pense que par exemple, typiquement, la réglementation AML au niveau européen est une réglementation qui est harmonisée d'un point de vue minimal, mais avec pour conséquence qu'il y a encore énormément de disparités d'un pays à l'autre, puisque les États membres ont eu la possibilité d'ajouter des conditions par rapport à ces conditions minimales. Et notamment, une des grosses problématiques qu'on voit sur le marché pour le moment, c'est tout ce qui est l'onboarding digital. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire les obligations en matière d'identification et de vérification d'identité? Et c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus, mais toujours avec cet obstacle, malgré tout, de devoir s'adapter dans un monde digital aux obligations éventuellement qui peuvent changer d'un État à l'autre. Et les bonnes nouvelles à ce sujet, c'est que la Commission européenne s'est rendue compte du problème et notamment, et ça c'est une bonne nouvelle pour les RegTech, a dans le pipeline pas mal de propositions pour adresser le problème et notamment faire une espèce de ce qu'ils appellent le single rule book, donc des règles harmonisées pour tout ce qui est onboarding digital, donc déterminer quels sont les types d'informations à demander et pour que ce ne soit plus disparate d'un pays à l'autre. Et s'assurer qu'on puisse le faire en réalité de la même manière dans tous les pays, ce qui aidera quand même, je pense, assez fortement le secteur et les RegTech. La même chose, c'est essayer d'avoir un superviseur qui sera plus au niveau européen pour de nouveau harmoniser les pratiques, parce qu'il n'y a pas que les textes juridiques, mais il y a aussi la manière dont le régulateur voit les choses qui peuvent parfois être vraiment très, très différentes d'un pays à l'autre. Et donc, je pense que les RegTech, sur ce point, et en tout cas, c'est ce qu'on voit beaucoup en Belgique, ont pas mal de choses à faire et vont pouvoir faire avancer le marché et donner une accessibilité aux services financiers d'un point de vue digital qui sera encore meilleur au fur et à mesure. Super et très court. Est-ce que tu voulais encore parler un tout peu plus de AML ou tu dis non, tout est dit dessus? Là, je pense que le problème, c'est que l'AML, c'est un sujet en tant que tel Très vaste. voilà, très vaste, mais qui surtout est très juridique. Mais en effet, je crois vraiment le point d'accroche, ça reste quelque chose de très compliqué et il y a un vrai rôle à jouer pour les entités RegTech pour aider les entreprises du secteur financier qui sont des entreprises qui n'ont pas encore tous les outils, je pense, pour arriver à permettre un onboarding très rapide d'un point de vue digital. Ok, merci pour cette intro-là. Alexandre, est-ce que tu peux nous dire Upsideo, ce que vous faites pour aider les sociétés, aussi bien financières que les clients, dans les processus liés au compliance? Alors, effectivement, Upsideo, c'est un éditeur de logiciels pour les établissements financiers et d'assurance. Donc, on couvre les deux spectres. Ils ont chacun, effectivement, une réglementation qui leur est propre. On parle de MIF2, MIFID pour tout ce qui est marché d'instruments financiers et IDD, DDA pour l'assurance vie. Chez Upsideo, on digitalise le parcours client. Donc, c'est-à-dire l'onboarding client. Vous l'avez évoqué, Johan, à l'instant. L'onboarding client sur l'assurance et sur les comptes de gestion privée, les comptes titres, de l'entrée en relation, c'est-à-dire tout ce qui est KYC, c'est-à-dire tout ce qui est procédure AML, donc LCBFT,
pour s'assurer de la conformité et des diligences pour entrer en relation avec un client. Après, c'est la souscription. Alors, souscription d'un compte titre, c'est également le prêt contractuel avec toutes les obligations liées à DDA, en anglais IDD, le prêt contractuel jusqu'au rapport d'adéquation. Donc, l'adéquation entre ce qu'on propose au client et le KYC qu'on a émis au départ. Ensuite, c'est la souscription et toutes les opérations après-vente qui sont liées effectivement à une ouverture de compte et de contrat, quoi. Et puis après, c'est la restitution d'informations dans un extranet pour que l'établissement puisse retrouver effectivement les informations clients. Donc aujourd'hui, on digitalise tout ce process complet d'entrée en relation jusqu'à effectivement la consolidation des comptes. Et puis, on fait aussi, puisque la conformité, c'est aussi la remédiation des comptes. Donc, dans le temps, il faut pouvoir que l'établissement puisse reprendre ces documents d'entrée en relation pour pouvoir les mettre à jour. Avec toutes les règles, on parlait de l'AML, de conformité qui sont liées aux cartographies de lutte anti-blanchiment et puis à tous les process internes pour aller chercher les informations dans les bases externes pour pouvoir avoir des alertes à l'entrée en relation et dans le suivi du client. Voilà ce qu'on fait en fait pour les établissements financiers et d'assurance. Super. Et en fait, c'est une très belle intro pour Frank Verhaas du Isabel Group, parce que ce que vous faites pour des instances financières individuelles, il est en train de voir comment mutualiser ça avec un projet très ambitieux et innovateur. Bon, Franck, raconte-nous un peu sur ce projet Isabelle. Bonjour, oui. Donc, le projet qu'on est en train de créer chez Isabelle s'appelle Cube, K-U-B-E. C'est une plateforme Internet qui permet de mutualiser le KYC que les banques font quand elles font un onboarding d'un nouveau client corporate, d'une nouvelle société. Donc, aujourd'hui, quand une société désire, par exemple, ouvrir un compte en banque dans une banque, elle doit, suite aux contraintes AML, remplir plein d'informations, plein de documents concernant la société. Mais si elle ouvre un compte chez une autre banque, elle doit re-remplir les mêmes documents qui sont plus ou moins similaires. Mais je dis tout le temps, c'est des documents d'une autre couleur, en fait. Certains sont rouges pour la banque rouge et d'autres sont verts pour la banque verte, mais l'information, elle est chaque fois la même chose. Ce qu'on est en train de créer chez Isabelle, c'est une plateforme sur base de la technologie blockchain qui permet de mutualiser non seulement l'échange d'informations entre les banques, mais également la vérification de cette information. C'est-à-dire que je vais dire quelle société je suis, je vais donner de l'information sur la date de création, quels sont les représentants légaux et ainsi de suite. Cette information va être vérifiée par la première banque et puis ensuite partagée avec les autres banques avec lesquelles je désire entrer en relation. Et ça, c'est en très court ce que la plateforme va faire. Merci pour être si court, comme ça c'est dans le temps et on va parler un peu plus de tout ça par après. Sarah Lockman, je suis très curieux parce que vous êtes spécialiste en taxonomie vers sustainability avec ce que Greenomni offre. Est-ce que vous pouvez raconter très brièvement ce que votre société fait comme service? Greenomni, c'est une RegTech belge. On l'a fondée juste après l'annonce de la taxonomie par la Commission européenne. Donc, notre RegTech est là pour vision en fait, d'accélérer la transition vers un futur plus durable et qui est fortement inscrite dans le projet, le pacte vert européen. Donc, le but en fait, de notre RegTech, c'est de digitaliser, on va dire, le reporting non financier ou extra-financier. C'est-à-dire qu'avant, on ne savait pas ce qu'était une activité durable et maintenant, on a la taxonomie qui nous aide à définir, grâce à des critères, à des réglementations, à d'autres réglementations, de définir ce qu'est une activité durable. Et ce qu'on fait, c'est vraiment aider les différentes parties prenantes, les aider à se connecter, à utiliser notre plateforme pour screener leurs activités, c'est-à-dire vérifier si leurs activités sont en conformité avec la taxonomie verte,
parce que c'est tout nouveau. Les datas n'existent pas. Et du coup, même une solution pour ça n'existait pas. Et c'est pour ça que Greenomy, c'est un groupe en fait, de jeunes start-upers qui ont répondu à l'appel de la Commission européenne et des institutions européennes pour faire leur part et participer en fait à la neutralité carbone d'ici à 2050. Donc, on travaille avec vraiment différentes parties prenantes, des entreprises, des investisseurs, des institutions financières et non financières, des auditeurs. Donc, on leur permet à chacun de collecter, d'analyser des données extra-financières afin de générer par la suite le reporting taxonomie. Mais au-delà de cette conformité réglementaire, le but vraiment de notre outil est d'avoir un outil de pilotage stratégique pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs de durabilité ou de sustainability. Donc, en bref, voici ce que fait Greenomy. Super, je trouve que c'était des très belles introductions pour notre table ronde. J'attends la régie pour nous mettre, je dirais, en groupe pour faciliter le débat qui suit maintenant. Et peut-être une première observation, c'est que toutes ces réglementations qu'on ait d'autres à suivre créent quand même un grand marché aussi pour des fournisseurs de services, comme pas mal d'entre nous. Et j'aimerais savoir un peu, peut-être d'abord de John, il y a déjà beaucoup qui a été mis comme règle, mais il y a plein de nouveautés qui vont arriver aussi. Comment est-ce que tu vois l'impact de toutes ces nouveautés annoncées sur la charge de compliance qui existe déjà? Et tu es encore muted, pardon. Donc, ce que je disais, pardon, c'est que ce qu'on voit depuis plusieurs années quand même, il y a une double tendance. La première, c'est que les entités donc régulées existantes ont tendance à devoir atteindre une certaine taille critique pour pouvoir tenir les coûts de compliance. Et on a vu quand même pas mal d'entités qui ont disparu parce qu'elles n'avaient pas la taille critique, soit ont fusionné. Ça, c'est une première chose. À côté de ça, bien sûr, ça crée des opportunités pour les entités en matière de RegTech qui, elles, peuvent venir apporter un certain nombre de services. Je pense que la difficulté, malgré tout, on parlait par exemple de l'AML et de l'échange d'informations, on parle de réglementation en matière d'AML, mais il faut appliquer aussi la réglementation en data protection. Il faudra probablement appliquer dans pas très longtemps les nouveaux projets en matière de Data Governance Act. Ça reste malgré tout de plus en plus dur pour les entités de rester en conformité, en ce compris pour les RegTech qui doivent adapter leurs produits en permanence à des nouvelles réglementations. Donc, c'est en même temps, en effet, des opportunités pour des nouveaux acteurs pour venir offrir ces services de RegTech, mais ça reste quand même, je pense, un challenge très, très compliqué de manière générale pour le secteur pour arriver à tout suivre. Ça, c'est évident. Ok, je dirais la même question pour Sarah. Dans tout ce qui est taxonomie verte, c'est tout nouveau, hein, votre société a été créée suite à cette annonce de ces nouvelles obligations. Comment est-ce que ça bouge et est-ce que c'est dur pour vos clients de comprendre ce qui se passe et de savoir comment s'organiser pour Oui, exactement. En fait, durant l'année du Covid, pendant cette crise, il y a eu un tsunami de réglementation ESG pour les grandes entreprises et même maintenant, on commence à intégrer les SMI, les petites entreprises aussi. Donc, ce qu'il faut féliciter quand même, c'est la Commission européenne qui a pris en fait ce défi et aussi a essayé de travailler, de ne pas travailler en mode silo, mais vraiment d'essayer de trouver, d'harmoniser les différentes réglementations ESG, c'est-à-dire la taxonomie verte par rapport à NFRD, par rapport à SFDR. Donc, SFDR, c'est Sustainable Finance Disclosure Regulation, ou la partie NFRD, Non-Financial Risk Disclosure. Donc, ils ont essayé d'harmoniser et comme ça, les réglementations, elles convergent vers un but commun, vers une vision commune de l'Union européenne. Et on va dire, notre challenge, c'est vraiment d'essayer d'intégrer, d'updater à chaque fois qu'il y a une nouvelle directive, qu'il y a de nouveaux delegated acts, parce que comme John l'a dit, en fait, ces réglementations, elles sont au niveau européen, mais elles sont applicables et différentes d'un État membre à un autre. Donc,
il faut aussi s'adapter à intégrer et en prendre en compte en fait ces réglementations. À titre personnel, je te souhaite vraiment bonne chance parce que pour ceux qui ont suivi la réglementation PSD2, pour être franc, je me suis lancé en 2015 avec un projet là-dessus et ce n'est que depuis cette année-ci que toutes les banques belges, au moins, ont embrassé les vrais standards qui étaient aussi dans des sous-actes et des technical directives, etc. Du coup, voilà, Oui. souvent, c'est beaucoup plus complexe que l'enthousiasme qu'on a quand on croit, ah, mais ça y est, c'est déjà, j'ai lu l'acte. Les règles sont là, c'est pas toujours si vite que ça que tout est implémenté. Hein. Oui, mais pendant la crise, en fait, ça a accéléré, on va dire, ça nous a aidés dans cette accélération, dans cette conscientisation en fait, des différentes parties prenantes pour intégrer tout ce qui est ESG, même par rapport à l'AML. Ils sont vraiment de premier abord, on se dit AML, KYC, ESG, c'est quoi le lien? Mais pour l'AML, par exemple, ça touche aussi, là, on va dire, le trafic humain, c'est-à-dire ça touche tout ce qui est social. Il y a aussi la partie environnementale, c'est-à-dire quand certaines entreprises, elles, elles utilisent, on va dire, des déchets illégalement ou les envoient illégalement dans certains pays. Donc ça, c'est un crime envers l'environnement. Donc il y a ce genre de critères aussi à prendre en compte, de la gouvernance. Donc voilà, tout ce qui est anti-bribery, anti-money laundering. Donc c'est de la gouvernance c'est la gouvernance des entreprises. Donc c'est fortement, je trouve que c'est fortement lié. Il faut prendre ça en considération quand on propose un outil de compliance à nos clients. C'est vraiment de les aider comment dire, à avoir et avoir cette overview de toutes les réglementations applicables à leur niveau, à leur business, à leurs activités et d'être compliant. Mais juste par rapport à ça, en fait, les RegTech, ou du moins un autre problème actuel, c'est vraiment on aimerait bien qu'on ait un label pour les RegTech, pour nous aider à avoir plus de visibilité, à ce que les clients nous font confiance, parce que pour le moment, il n'y a pas de label pour les RegTech. Donc, on est en train vraiment de batailler pour trouver, on va dire, des personnes qui croient dans nos projets, qui croient dans ce qu'on offre, en fait. Et du coup, avoir des labels pour les RegTech, ça ne pourra que nous aider dans notre visibilité et avoir plus de clientèle. Et voilà. C'est un message positif pour le RegTech for Good, de savoir qu'au moins cette crise de Covid a apporté pour certains, dans certaines industries, des accélérations. Ça, c'est positif à entendre. Et en même temps, quand même, cette demande de reconnaissance, même officielle, par un label de qualité pour les acteurs qui s'y mettent avec beaucoup de professionnalisme. Question suivante pour ceux en KYC. Est-ce que vous aussi, je vais peut-être commencer, Alexandre, toi tu travailles avec les banques et les assureurs. Comment est-ce que le Covid les a impactés? Est-ce que là aussi, ça a aidé à accélérer certains processus? Je pense entre autres au digital onboarding, bien sûr. Ah oui, c'est clair, parce que certains établissements avaient déjà des projets, hein, il faut pas, c'est la réalité. D'autres avaient des projets peut-être plus lointains. Et c'est vrai que la crise du Covid a certainement accéléré véritablement les réflexions parce que le mode de travail est quand même différent. Le télétravail a pris le pas, les gens sont chez eux. Et pour entrer en relation avec un client, quand on n'a pas de bureau, quand on ne voit pas le client, il faut pouvoir effectivement signer à distance un document ou une série de documents. Mais si on veut effectivement pouvoir respecter l'ensemble des workflows métiers de l'établissement qui est décidé par l'établissement, plus l'ensemble des règles de conformité qui sont liées aux règles européennes ou nationales, mais qui de toute façon doivent être intégrées parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de le faire par courrier, etc. Il faut que ça soit digitalisé. Il y a tellement de flux financiers, d'informations qui doivent être traités en amont de l'onboarding, de la souscription, que véritablement les établissements financiers et d'assurance l'ont bien compris. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix, quoi. C'est trop complexe d'intégrer ces flux-là
au moment de la souscription. Donc, il faut que ça se fasse quasiment instantanément. On parle de frais exemptés, on parle de gouvernance produit, de marché cible. Si ce n'est pas croisé à ce moment-là, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, la crise du Covid a enclenché, on va dire, des réflexions qui étaient déjà certainement en cours. Mais aujourd'hui, tous les établissements réfléchissent à comment ils vont faire. Soit ils le font en interne, soit ils passent par des établissements, on va dire, RegTech, FinTech, InsurTech. Hein. Souvent, ça se croise, nous, on est les trois. Et véritablement, de digitaliser ce process-là, parce que de toute façon, les méthodes de travail et les flux financiers sont hyper complexes. Voilà. Et les méthodes de travail… Avant de poser la question à Frank, je vois que John, tu avais une réaction parce qu'il y a discussion sur le KYC, si on peut externaliser parce que la responsabilité reste toujours à la banque qui souscrit le client. Oui. Qu'est-ce que tu vois en pratique? Est-ce qu'il y a déjà une jurisprudence dessus ou des interprétations? Donc, les entreprises financières au niveau européen sont soumises à des règles de gestion, d'externalisation qui sont assez strictes et qui sont, même si elles sont dans des documents différents, elles sont similaires d'un secteur à l'autre, qui imposent en effet de garder le contrôle sur l'activité qui est outsourcée. Le contrôle veut aussi dire une supervision au jour le jour d'une part, mais d'autre part, le fait de continuer à connaître ce qui est outsourcé. Et je pense que ça, c'est une réflexion pour le futur et pour le secteur du RegTech, c'est, comme Sarah le disait, avoir peut-être un système d'accréditation. Bon, alors pour après, il ne faut pas créer de la réglementation pour de la réglementation, mais avoir un système qui permet à des RegTech de démontrer ou d'avoir un certain statut permettrait aussi l'émergence quand même ou faciliterait le recours par les entités financières à des RegTech de manière plus simple parce que maintenant les processus pour pouvoir faire appel à une RegTech, enfin on les appelle comme on veut, mais des fournisseurs de services, surtout dans des activités réglementées comme ça, sont extrêmement lourds en termes d'onboarding en fait par la banque. Donc en effet, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et en fait les entreprises financières vont de plus en plus s'appuyer sur des experts qui viennent et qui leur apportent vraiment une technologie particulière et un aura particulier aussi. Mais pour le moment, c'est encore en opposition, j'ai envie de dire, avec les règles en matière d'outsourcing qui veulent que l'entité reste complètement en contrôle de ce qu'elle outsource. Et ça, c'est intéressant. Une belle question pour Franck, bien sûr, parce que la banque, la première banque, elle fait le boulot. Les autres, c'est ce qui est très beau avec votre système, c'est en toute transparence sur le blockchain. On ne peut pas l'altérer par après. Comment est-ce que vous mariez les deux niveau responsabilité de vérification? Oui. En effet, la responsabilité, elle reste chez la banque finale. Elle aura toujours la responsabilité d'accepter le client ou de ne pas accepter le client. Mais ce qu'on a créé, on a essayé de créer dans la plateforme, c'est créer cette confiance entre les partenaires sur la plateforme, de telle sorte qu'ils peuvent accepter sans difficulté les échanges qui ont été faits, les contrôles qui ont été faits entre les différents partenaires. Donc, on s'est mis d'accord avec les compliance officers des banques, spécifiquement les banques belges dans ce cas-ci, de comment on contrôle l'information, de quelle manière, quels sont les outils utilisés, de telle sorte que tout le monde soit vraiment d'accord sur la manière de faire la vérification. Et déjà, si on se met d'accord là-dessus, on réduit déjà le risque d'avoir quelque chose qui ne se passe pas bien, un contrôle qui ne se passe pas bien. Et également, ce qu'on fait, c'est que toutes les modifications, les updates sur ces données, elles sont également communiquées directement à la banque avec laquelle j'ai une relation. Donc, si j'ai de nouveau, j'ai 2 ou 3 relations bancaires. Si une des banques remarque un changement apporté par le client, cette information est directement vérifiée par une des banques et retransmise d'une manière, un push informatique vers les autres banques de telle sorte qu'elles soient directement au courant de ce qui se passe. Mais naturellement, le risque que les banques prennent, c'est toujours un risque qu'elles choisissent elles-mêmes. Donc, l'appétit de risque qu'elles ont est différent de banque à banque, mais la responsabilité, la liability, elle reste sur la banque elle-même de dire oui ou non, j'accepte cette relation client. Mais on essaye d'avoir des systèmes qui permettent d'accroître cette confiance, d'avoir des processus qui sont similaires entre toutes les banques. Et ça, c'est la grosse plus-value, je crois, dans tout le projet,
c'est justement de faire en sorte qu'on puisse se battre tous contre c'est la lutte contre le terrorisme, c'est l'AML, c'est la lutte anti-blanchiment. Ce sont des processus simplifiés pour les sociétés également, une manière de faire un onboarding beaucoup plus rapide, moins de doublons et ainsi de suite. Donc il y a vraiment beaucoup de choses positives du côté des banques, mais aussi du côté des sociétés qui veulent onboarder avec les banques. Et merci de nous avoir recadré dans le good, hein, avec tous ces atouts-là. Merci Franck pour ça. Et peut-être même une question à Sarah, comment tu vois ce human change, ce processus, dans les processus, parce que c'est une mentalité. C'est assez ambitieux le projet d'Isabelle parce que les banques vont devoir travailler différemment de la même façon. Est-ce que vous voyez un intérêt similaire pour la taxonomie verte? Oui, par rapport à la taxonomie, mais aussi par rapport à tout ce qui est ESG. C'est-à-dire que c'est tout nouveau, en fait, on va dire cet engouement vers investissement responsable. Et en fait, j'avais juste rajouté qu'on a besoin que les mentalités changent parce que le monde évolue, les réglementations, ça change aussi, les différentes parties doivent être responsables et accountable pour tout ce qu'elles font. Et donc, si jamais elles ne sont pas compliant, ben, elles doivent assumer le coût. Et si elles le sont, ben, elles doivent aussi assumer le coût de compliance, mais aussi de son rôle dans la société. C'est-à-dire que quand on a un business, c'est vrai qu'on cherche la performance financière, mais ce qui est en fait inclus dans cette performance financière, c'est vraiment le capital humain, le capital social, le capital intellectuel. Donc, il y a plusieurs capitaux à prendre en compte, en plus on va dire, du capital financier qu'on peut apporter dans une entreprise. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que pour la finance durable, ça va de soi avec la digitalisation. Donc, il faut impérativement vraiment aider les RegTech, les SupTech à utiliser les différentes technologies IoT, AI, machine learning, blockchain pour, on va dire, automatiser, simplifier les différents processus parce que si on a d'un côté les employés d'un client qui sont réticents au changement, ben, à ce moment-là, peut-être faire un focus sur les processus qui sont mis en place pour les simplifier, pour réduire les coûts, mais aussi les opportunités qu'on peut avoir pour réduire les impacts négatifs des activités des différents clients. Et aussi d'accroître la transparence des données. Et c'est ça tout le but en fait de la taxonomie. Elle est vraiment, on va dire, la pierre angulaire du changement que le monde ou l'Union européenne est en train de vivre. Donc, il faudrait vraiment utiliser plus de technologies et simplifier l'accès à ces technologies pour les RegTech, mais aussi pour les clients. Je dirais sur cet appel à nous tous d'être accountable and to do good, on va arrêter cette table ronde. Je remercie tous les orateurs. Et si leur société vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les sites pour voir si vous pouvez aussi les faire venir dans vos pays pour faire la même chose. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.